Bienvenue à toutes et tous, bienvenue à ce nouveau numéro d'Entretien, votre magazine de la rédaction qui traite les questions notamment d'actualité. Notre invité, une personnalité politique de renom ici au niveau national. Vous allez être d'accord avec moi lorsque je vais citer son nom. Il s'agit de Jean-Pierre Kambila Kakwende, ambassadeur, homme politique, écrivain, ancien directeur de cabinet adjoint de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Acteur politique, il l'est toujours. Il est également membre du PPRD, le Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Faut-il négocier avec le Rwanda? Dans une tribune qu'il a eu à écrire tout récemment, tribune relayée à travers les médias en République démocratique du Congo, il s'est questionné à ce sujet. Il a donné sa position. Justement, on va en parler au cours de cet entretien. Bienvenue à vous, Jean-Pierre Kambila. Merci à vous. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet ou avoir déjà votre position sur ce que vous évoquez, s'il y a nécessité de négocier avec le Rwanda sur ce qui se passe au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire actuelle dans l'Est, comment voyez-vous cette situation? Est-ce que l'on est loin à des solutions? La situation actuelle de notre pays du point de vue sécuritaire m'inquiète énormément. J'ai bien choisi le mot, énormément. Je suis un homme inquiet. Il y a apparemment une grande différence entre la situation au départ de Joseph Kabila, vous étiez directeur de cabinet adjoint donc dans la gestion du pays, et aujourd'hui. Peut-être parce que le M23 à votre époque n'existait plus, défait en 2013, le M23 qui revient en 2022, mais c'est presque la même chose, c'est la continuité de cette crise. Non, c'est pas la même chose. Lorsque nous avions quitté le pouvoir, à moins que je me trompe, il y avait des problèmes au Nord Kivu. Il y avait les ADF Nalu qui étaient là, il y avait des massacres qui étaient, à mon avis, limités à 2 ou 3 territoires. Ça ne veut pas dire que c'est bien, non. Ça situe tout simplement le problème. Aujourd'hui, Goma est menacé. Parce que d'après ce qu'on entend à gauche, à droite, peut-être que ce sont des oiseaux de mauvais augure, mais nous apprenons que le Rwanda, parce que moi le M23 je ne le reconnais pas, je ne parle pas du M23, le Rwanda serait à 40 km de Goma. Or, vous savez, comme moi, l'importance et la symbolique pour nous, Congolais, de Goma. Goma est important pour nous. Parce que Goma, c'est pour nous une ville à la fois martyr et symbole. Martyr par ce qu'elle a souffert, jusqu'à jusque-là. Et elle est symbolique parce que c'est de là, c'est toujours par Goma que commencent les attaques lorsqu'on veut renverser le pouvoir. Lorsqu'on veut renverser le pouvoir dans notre pays. Et ça, nous ne pouvons pas le tolérer. La République démocratique du Congo est entrée, suite à la conférence de Sun City, dans une démarche démocratique. Nous sommes dans cette voie-là. Il y a des problèmes, il y a des faiblesses, mais nous avons choisi la voie démocratique. Nous préférons rester dans cette voie-là. Laquelle voie, si vous voulez prendre le pouvoir, il faut passer par les élections? Il n'y a pas de choix. C'est la seule voie, et c'est la seule voie qui pourrait amener à ce que ce pays commence à penser à autre chose qu'à la politique politicienne ou à la politique des armes pour venir prendre le pouvoir. Il faut qu'on trouve le moyen de consacrer notre temps et notre énergie au développement. Justement, je me demandais, est-ce qu'on est loin des solutions pour cette crise sécuritaire qui continue? Même si, vous l'avez évoqué, il y a une différence entre la situation lorsque vous quittez le pouvoir et aujourd'hui. De Kabila à Tshisekedi, ça continue. Est-ce que nous, Congolais, l'on est incapables de mettre fin aux atrocités au niveau de l'Est du pays? Même lorsqu'on parle des ADF, c'est
ce ne sont pas... bon, peut-être que cette force rebelle a eu à intégrer en son sein des Congolais, mais généralement, ce sont des mouvements parfois qui viennent de l'extérieur. L'Ouganda, ADF c'est l'Ouganda, LRA, Joseph Kony n'a jamais été retrouvé jusque-là. Joseph Kony est parti notamment de la République centrafricaine, si je ne me trompe pas. Des mouvements qui viennent de l'extérieur. Est-ce qu'on est incapable, nous Congolais, de Kabila à Tshisekedi, de mettre fin à ces atrocités? Je ne parle pas d'incapacité. Je dirais que nous sommes en difficulté. Et en très grande difficulté. Parce que je venais de dire tout à l'heure que je considère que la situation est extrêmement grave. Nous sommes en difficulté parce qu'il y a des choses que nous ne faisons pas et que nous devrions faire. Pardon, tout le monde sait, depuis que les humains réfléchissent sur la guerre, c'est-à-dire depuis des siècles avant Jésus-Christ, tous les grands qui ont réfléchi sur la guerre, ils disent la même chose. D'abord, c'est l'unité de la nation en guerre. Une nation divisée, elle ne réussira pas à se maintenir, à croître et à se développer. Et j'ai fait exprès pour amener un livre. Vous êtes écrivain, je ne sais pas si c'est le vôtre. C'est pas le mien. C'est pas le mien. Je n'aurai jamais la capacité de Yansen. C'est Chinois qui a écrit ce petit livre. Sun Tzu. Qui a écrit ce livre L'art de la guerre. 400 ans avant Jésus-Christ. 400 ans avant Jésus-Christ. On n'était pas encore nés. Moi non plus. Si déjà vous n'étiez pas nés. Et il dit notamment certaines choses que nous devrions, nous Congolais, savoir, méditer là-dessus. On ne gagne pas la guerre en étant divisé. Et voilà des mois que de ma petite position, je crie sur tous les toits. Congolais, unissons-nous. Nous ne résisterons à personne, même pas à un petit groupe de rien du tout, si nous ne sommes pas unis. Si le Rwanda aujourd'hui a la capacité de rentrer chez nous, c'est pas que nous sommes incapables. C'est parce qu'on n'est pas unis. C'est parce que nous sommes divisés. Et divisés sur des broutilles. Et cette division permet des manipulations. Parce que parmi ceux qui, même au sein de l'armée, je ne veux pas tout dire ici, mais il y a eu des généraux aux arrêts. C'est aussi la manipulation, on est facilement manipulable. Excusez-moi si ça va choquer les uns et les autres. On dit que bon, le Congolais, il suffit de donner de l'argent, une jeep et une femme, il vous laisse... Bon, maintenant, il faudrait peut-être qu'on se pose la question. Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas confirmer, moi. Bon, moi je prends le risque, je le confirme. La plupart d'entre nous, et même dans le leadership, c'est-à-dire ceux qui prétendent tenir le leadership, ceux qui s'offrent à ce leadership, il y a très peu de gens qui sont sérieux. Combien de Congolais sont capables de dire « J'ai travaillé pendant 4 ans à l'État, je suis sorti, je n'ai pas volé 1000 francs ». En tout cas, sur 100, peut-être un seul. Ouais. Combien de Congolais peuvent dire « Je suis chez tel poste, j'arrive à l'heure au travail ». Et je fais mon travail, je le fais comme une obligation. Je suis réellement engagé dans ça. Je m'excuse, il y a peu. Nous avons perdu beaucoup trop de temps en pensant que la réussite était dans le titre. Je suis ministre de. Je suis docteur et qu'il fallait forcément intégrer la politique. Je suis général, je suis ceci. Mais il faudrait peut-être à un moment donné se poser la question du contenu. Qu'est-ce que je mets comme contenu quand je dis je suis ministre, je suis conseiller, je suis ceci ou je suis cela? Quand vous parlez de division, le manque d'unité, et de sérieux, un obstacle pour, qui nous empêcherait de répondre à la défense nationale pour que ces genres de situations n'arrivent pas, est-ce que ce n'est pas la politique surtout qui divise les Congolais? Parce qu'il y a quand même des Congolais qui s'entendent bien, des femmes et des hommes qui se marient n'étant pas originaires des mêmes provinces.
les Congolais se déplacent aisément, à part cette manie de traiter ceux de l'Est d'étrangers. Mais généralement, les Congolais sont unis, mais c'est plus la politique qui divise. Et ce sont les politiciens, vous dirigeants, d'avant, de maintenant, parce que de toute façon, vous êtes encore en vie, demain, vous serez encore certainement au pouvoir, à vous dirigeants de sensibiliser les gens à l'unité, parce que c'est la politique qui divise, et on voit même ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On est trop dans des petites combines, on veut, tel a dit que 21 000 $ est vrai, alors on va le poursuivre, alors qu'il y a d'autres priorités. Mais voilà un bel exemple. Pourquoi on n'arrive pas à dire clairement ce que les députés gagnent en fait? Pourquoi on ne dit pas clairement ils gagnent ça? Au moins on saura. Et puis qu'on le dise, que ça correspond à une réalité. Parce que si on dit quelque chose alors qu'en réalité il touche plus, au moins on le saura quand même, parce que nous vivons dans la même société. Et quand vous dites la vérité, ça apaise, oui, c'est mieux de dire la vérité que de cacher. Disons la vérité. Disons la vérité, qu'on débatte sur la vérité et puis qu'on règle le problème. Parce qu'après, quand les Congolais apprennent, ils se disent « Ah, eux, ils gagnent plus, je suis peut-être douanier à tel endroit, et j'accepte la corruption parce que le député, et après, voilà aussi qui permet à ce que nos frontières soient poreuses. » Mais bien évidemment, parce que pourquoi voulez-vous que quelqu'un offre sa vie à la nation pour 100 $ si cette personne sait que là-bas, l'autre touche 10 000 ou 15 000 sans raison claire? Pourquoi il toucherait les 21 000? Sans être exposé à l'insécurité. Oui, mais qu'on nous explique, dans tous les pays du monde, les gens ne gagnent pas la même chose. Il y a une échelle. Mais cette échelle est expliquée. En général, l'explication tient la route. Oui. Vous gagnez telle prime de plus parce que vous avez fait plus d'études, vous avez plus d'efforts, parce qu'il faut motiver les jeunes qui viennent, qui fassent des efforts, qu'ils aillent de l'avant, qui comprennent qu'il y a une relation entre ce que je gagne, ce que je fais, les risques que je prends, etc. Mais si c'est gratuit, ou si ça donne le sentiment que c'est injuste, que c'est parce qu'on veut avoir ces gens avec soi, c'est pas sérieux. Tout à l'heure, vous parlez du manque d'unité, ce qui nous empêcherait d'être peut-être concentrés pour voir les choses et anticiper. Vous avez même présenté ce livre de Santse, l'art de la guerre. Est-ce que c'est pas parce qu'on n'anticipe pas? Je donne un exemple. En 2013, le M23 est défait. Après, on est plongé dans la politique. Mais que font les services de sécurité pendant ce temps pour que les M23 ne reviennent plus? Est-ce que ce n'est pas un problème d'anticipation de nos services? Non, moi je vais vous dire une chose. Je connais un certain nombre de personnes qui ont travaillé dans les services au Congo. J'ai du respect pour eux. Je ne parle pas que des gens qui ont travaillé sous le régime que j'ai servi. Non, même avant. Les gens, les Congolais, s'il y a une chose qu'ils ont pu faire, c'est les services de renseignement. Mais après, il faut que les politiques les écoutent. Et puis, il faut que nous soyons sérieux. Oui, il y a des erreurs qui ont été commises. Lorsque je parle d'erreurs, je n'insulte personne. Je ne méprise personne. Des erreurs, même pendant votre gestion. Mais bien évidemment, nous n'avons jamais été Dieu ou des demi-dieux. Nous avons commis des erreurs. Aujourd'hui, on continue de commettre les erreurs de même nature, alors qu'on aurait dû les corriger. Si on écoute les services, parce que les services, ils sont neutres, c'est trop dire. Mais si on laisse vraiment faire que leur travail. En mettant aussi les moyens qu'il faut. Bien, non, ils ont les moyens. Ils ont les moyens. En RDC, en général, ils ont les moyens. Mais il faut les écouter. Il faut, les laisser faire leur travail. Le travail pour lequel ils ont étudié. Il y en a qui ont beaucoup étudié et très avancé. Il y en a qui ont de très bonnes relations avec l'étranger et ailleurs. Et ils savent. Il faut les écouter. Par exemple, si on avait écouté les services, je n'étais pas là. Mais ayant travaillé dans les hautes sphères de notre
État, Vous avez quand même pu je sais quand obtenir même certaines plus ou informations. moins comment ça se passe. Je mettrai ma main à couper. Je ne peux pas accuser nos services de ne pas avoir su voir que Kagame n'abandonnera pas son objectif. Qui ne date pas d'aujourd'hui. Ok? Oui. Parce que même moi qui suis loin des services, qui n'ai jamais été dans un cours de stratégie et tout ça, enfin stratégie peut-être un peu, mais de renseignement et tout ça, je ne pouvais pas m'imaginer le jour où Kabila transmet le pouvoir à son successeur, l'actuel président, son Excellence Félix Tshisekedi, que notre pain avec le Rwanda était terminé. Je ne pouvais pas penser ça, c'était impossible. Pourquoi? Parce que les États ont leur logique qui est très différente de la logique humaine banale, de la nôtre. Ouais. Le Rwanda a des intérêts au Congo depuis bien longtemps, depuis l'indépendance. Si vous lisez, comment elle s'appelle, le gars qui était conseiller de Mobutu là, pendant le... Ngwanda. Bon. Ngwanda, c'était pas mon ami. Je peux même dire que je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais serré sa main comme ça. Mais je l'ai lu, mais alors très attentivement, pour comprendre certaines choses, parce que ce n'était pas un idiot. Ngwanda dit clairement ce qui se passait avec les Rwandais sous Mobutu. Il le dit dans un certain nombre de pages. Voilà comment les Rwandais se comportaient. En nous envoyant des gens, en utilisant les femmes, en essayant de prendre des postes de responsabilité chez nous pour nous exploiter. Bon. Nous, lorsque nous sommes venus, est-ce que nous avons lu Ngwanda sérieusement? Certainement pas. Moi, je ne réponds pas à cette question-là. C'est une question. Je pose bon, nous avons vécu notre expérience avec les Rwandais. On est parti, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont venus, est-ce qu'ils ont lu Ngwanda sérieusement? Ce sont les mêmes services est-ce qu'ils ont des renseignements qui sont encore là. Je répète, je sais que ces gens-là sont bien équipés, ils font leur travail. Ok? C'est un secret? C'est pas un secret. J'ai eu à les lire. J'ai eu à lire les dossiers qui viennent de ces gens-là. Je sais les apprécier. C'est nous, c'est au niveau des gens ou qui décident, ou qui préparent les décisions, ou qui influencent les décisions. La négligence peut-être? Qui ne transmettent pas les choses telles qu'elles doivent être. Oui, parce que je ne comprendrai pas, et je ne comprendrai jamais qu'on ait laissé, c'est déjà passé, le président actuel poser un certain nombre d'actes, alors qu'il a un cabinet qui est en relation avec nos services. Nos services ont les renseignements, ils savent. Nous savons que les États ne changent pas d'adresse, on nous l'a rappelé ici par comment il s'appelle, Sarkozy, mais ils ne changent pas non plus de politique facilement. Et donc laisser Félix Tshisekedi approcher Kagame de sitôt peut-être était une erreur? Pour moi c'est grave. Ok? Et on dit ça. Je ne critique pas j'ai pas critiqué le président là-dessus. Vous donnez votre avis. Je donne un avis en disant faisons attention parce que c'est pas fini. La vie elle continue, la vie politique elle continue. Un rapprochement qui nous a peut-être distrait un tout petit peu. Pas un tout petit peu, beaucoup. Parce qu'en même temps, le M23 se préparait au niveau de l'Ouganda. L'Ouganda qui fait des beaux yeux à la RDC. Est-ce que le M23 a jamais arrêté un seul jour de se préparer? Donc depuis le jour où les M23 partent, c'est ce jour-là qu'ils commencent à se préparer pour revenir chez nous. Peu importe le temps que ça a pris. Ok? C'est comme ça. Pourquoi? Parce que le M23 n'existe pas. C'est ce que j'insiste à dire. Parce que le M23
c'est le Rwanda. Le Rwanda, depuis toujours, considère qu'une partie du Congo leur appartient. C'est dans leur tête, ça. Et ça, Musée n'existe pas. Joseph Kabila non plus. Mobutu qui presque... Tshisekedi non plus. Mobutu qui arrive. Mobutu était là. Lui, il savait. Ses services le savaient. Ses services nous l'ont dit dans un livre public que ça, c'est un danger. Nous pensons que ces gens-là, ils étaient ennemis de Mobutu. Faux. Et ils l'ont démontré. Parce que dès que Kabila, c'est ici, a voulu avoir des velléités d'indépendance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé à l'époque, ça s'appelait quoi? Le RCD. Le RCD. Non, ça confirmait déjà le raisonnement que je suis en train de mettre ici. Donc on a vu là, première expérience. Deuxième, ils sont encore revenus avec Makenga, je ne sais pas comment il s'appelait là. Le CNDP. CNDP, etc. Il y avait, avant même Makenga, il y avait celui qui est devenu pasteur là. Donc, nous savons, et je ne prends aucun risque, je n'insulte personne en le disant, à l'ANER chez nous, dans nos services, ils savent que c'est des gens qui ont la tête, ils sont formés pour ça. Ils savent que le Rwanda représente un danger pour le Congo. Mais comment est-ce que dans ces situations-là, on laisse un chef se rapprocher de trop, se rapprocher avec ces gens-là? C'est trop facile de dire, ah lui, c'est le chef, il est ici, il est ça. Mais non, un chef, c'est nous tous qui participons au jeu politique. Quand c'est un danger, on prévient. Qu'on soit au pouvoir ou à l'opposition, on est là-dedans. On participe parce qu'il s'agit de la nation ici. Nous sommes devant un problème qui concerne la sécurité nationale. Mais en parlant de la survie nationale. D'opposition, on a comme l'impression que l'opposition, c'est plus on laisse faire et quand ça ne marche pas, on critique. Mais non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous voyez, vous auriez pu dire ça. Regardez, comparez un peu. Hein. Lorsque nous étions au pouvoir et que il y a eu des petites affaires à l'Équateur, par exemple, avec les Enyélé. Les Enyélé, bon. Avec Etoko, tout ça. On a vu. Toute l'opposition derrière les Enyélé. Ah, il faut que ça change, il faut Bazakoya, il faut tout ça, etc. Ah bon, ça va. Ça, c'est pas grave. Parce que ça, c'était une affaire purement entre nous. Personne n'est venu faire la démonstration que derrière les Enyélé, il y avait X ou Y, etc. Non. Bon. Maintenant, Kagame attaque à l'époque où nous étions au pouvoir. Compte tenu de ce que nous savons du Rwanda, de ce que, excusez-moi de le citer plusieurs fois, Mbanda nous a dit du Rwanda, de ce que nous avons vécu quand le Rwanda attaque Musée. Donc, la démonstration est faite que c'est un pays ennemi, c'est un pays qui nous veut du mal, c'est un pays qui veut nous prendre une partie de nos territoires. Et ils le disent. Et c'est quelque chose qui n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà. Donc Kagame veut peut-être être celui qui matérialise cela. Mais Kagame ne fait que faire. Le président Pasteur Bizimungu, quand il était au pouvoir, il nous l'a dit de la manière la plus claire, non? Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui s'envole. Vous devez avoir dans vos archives ici les discours de ce pasteur-là. Ce n'était pas Kagame qui était au pouvoir. Mais l'idéologie, elle était là. Les objectifs de ce pays-là étaient là. Alors, à ce moment-là, une partie, je ne dis pas toute l'opposition, j'aimerais être très précis, une partie de notre opposition pensait que la démarche du Rwanda venait mettre la démocratie au Congo. Et ils ont soutenu CNDP, ils ont soutenu RCD Goma, parce que c'était des Congolais recrutés par le Rwandais pour agresser leur propre pays. Oui. Alors, on ne va pas citer des noms ici. On ne va pas citer de noms, ça ne sert à rien. Mais tout ça, on peut considérer que c'est des erreurs. Mais là où ça devient grave, c'est quand on n'apprend rien des erreurs. C'est quand on refuse d'apprendre des erreurs. Quand on commet des erreurs, à un moment donné, il faut apprendre de ces erreurs-là. Aujourd'hui, ce qui ne va pas, c'est que vous trouvez encore des Congolais aujourd'hui en train de dire que
C'est les Rwandais, ces Rwandais-là, le M23, soi-disant, ils vont venir chasser le président Tshisekedi. C'est faux. Les Rwandais ne vont pas venir chasser Tshisekedi. Les Rwandais, ils vont venir pour prendre une partie du Congo. Parce qu'ils l'ont dit ouvertement. Si vous fermez les yeux, vous fermez les oreilles, non, parce que nous, ce qui nous préoccupe, c'est seulement de nous débarrasser de celui qui dirige. De celui qui dirige, mais nous ferons ça 24 fois. Alors, le moment est venu aujourd'hui de revenir un peu au bon sens, de penser à l'unité de ce pays. Que ceux qui sont au pouvoir comprennent qu'il y a des gens qui ne sont pas au pouvoir aujourd'hui, qui n'exigent pas de le reprendre. C'est faux. Ils pensent ça. Mais qui ont une expertise qui peut servir. Mais il faut tout faire, réunir les Congolais pour que nous puissions nous défendre. Parce que nous faisons la démonstration devant le monde entier que nous n'avons aucune cohérence. Que nous ne savons pas faire la différence entre l'essentiel et le provisoire. Pourtant, un peuple intelligent, talentueux, en sport, comme en musique, comme en scientifique. Les professeurs d'université, nous en avons. Vous l'avez dit ici, les services de renseignement très bien formés. L'armée, une très bonne armée, même si il y a une différence entre l'armée de Mobutu, Mouzé jusqu'à aujourd'hui, mais nous avons une très bonne armée. Donc nous avons ce qu'il faut pour être une nation forte. Mettons seulement un peu de sérieux. Alors, je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors, on va parler de votre tribune. Vous avez réfléchi à travers une tribune qui a été relayée par les médias depuis le vendredi passé, notamment la prospérité. Tout à l'heure, je lisais encore quelques lignes. Vous évoquez la négociation avec le Rwanda. Je ne dis pas que vous êtes d'accord avec la négociation. Vous vous interrogez, faut-il négocier avec le Rwanda ? Est-ce que, à force de parler du Rwanda, on voit Paul Kagame, ça ne fait pas de lui un homme fort? Alors qu'on a des solutions, où on est trop, Kagame a fait ceci, Kagame a fait cela. Ce qui fait que Kagame est l'homme fort, ce n'est pas qu'on dise ce qu'il fait. S'il le fait, il l'a fait. C'est de l'empêcher de le faire. Et l'empêcher de le faire, c'est de le dissuader de le faire. Pourquoi nous ne le faisons pas? Nous sommes vraiment incapables de le faire. Il y a notamment l'opposition qui n'arrête pas de mettre la pression sur les relations entre Kagame et le président Tshisekedi. Fayulu Martin le fait. C'est une manière aussi de dissuader peut-être le président Tshisekedi à s'éloigner. Mais est-ce qu'il a tort? Ou Kagame a... Moi, je suis très loin de l'idée de Fayulu. Mais dans cette affaire-là, rien que dans cette affaire-là, est-ce que Fayulu a tort de dire que le président ne devrait pas aller là-bas? Est-ce que Tambila insulte quelqu'un ici quand il dit que le président ne devrait pas aller là-bas? Il faut qu'il arrête. Est-ce que c'est une insulte de dire aujourd'hui ouvertement à tout le monde que c'est bien que Karega, ce monsieur-là, soit excusez-moi l'expression, viré de la RDC? Et même, on l'a viré en retard. C'est insulter quelqu'un. L'opposition d'ailleurs réclamait cela depuis longtemps. Il y a même eu des manifestations de rue. C'est pour ça que je parle de bon sens. Il faut qu'on soit unis. Deux, qu'on n'ait pas peur d'appeler les gens et de les écouter. Les vrais nationalistes, les gens qui veulent que cette nation reste une, indivisible, avec un territoire véritablement contrôlé par les Congolais et souverainiste. Nous étions, moi j'étais au cabinet du président de la République sortant. Ma ligne de conduite c'était celle-là. Souveraineté du Congo d'abord. Vous avez l'esprit Mouzé en vous? Mouzé, Lumumba, Kimbangu, Kipavita. Et tout ça. C'est la même lignée. Et même Étienne Tshisekedi. Hein? Bien sûr. Ça, il ne faut pas oublier. Parce que dans le fond, dans les idées d'Étienne Tshisekedi, Tshisekedi n'a jamais été pour diviser ce pays. Il n'a jamais accepté qu'un centimètre de ce pays aille ailleurs. Pourquoi on ferait différemment aujourd'hui? Je ne dis pas que ceux qui sont en train aujourd'hui au pouvoir se le font.
Mais attention, il y a certaines choses que nous pouvons faire Des limites, un comportement adopté. qui font que nous allons dans cette direction-là. C'est comme si on ouvrait les portes. Oui. Et en général, les voleurs n'entrent pas par la porte, ils entrent par la fenêtre. Dans votre tribune également, vous évoquez notamment la proposition de Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Tshisekedi, ancien président de l'Assemblée nationale. Il est parti de l'Assemblée nationale à l'époque, c'était en 2009, en mars si je ne me trompe pas. Il a, lors d'une récente tournée dans l'est du pays, il est même passé par Rutshuru, il a évoqué un dialogue franc, Vital Kamerhe, qui réunirait trois pays, le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Une idée qui, selon vous, dans un constat dans les réseaux sociaux, n'est pas appréciée par les Congolais. En tout cas, la majorité des Congolais n'étaient pas d'accord. Vous l'avez évoqué dans votre tribune. D'où, il faut le dire maintenant, vous n'êtes pas, vous, d'accord qu'il y ait un dialogue. En tout cas, vous n'évoquez pas l'Ouganda, mais avec le Rwanda. Est-ce une erreur de Vital Kamerhe ou peut-être une idée qui reste une option à prendre en compte? Je crois que je commence par dire ceci de la manière la plus claire. Je considère pour ma part que Kamerhe est un homme intelligent. Ça, c'est clair. 2, je considère que sur cette affaire, Vital se trompe. Tout en étant très intelligent, il se trompe. Et il faut le lui dire calmement. Et c'est ce que j'ai essayé de lui dire. J'essaie de dire à la nation à travers cette tribune. Il se trompe parce que il faut tenir compte de l'histoire. L'histoire, c'est notre plus grand professeur en matière politique. Un repère pour la prudence au présent. L'histoire nous montre que chaque fois que nous négocions avec le Rwanda à travers ces mouvements, c'est pour nous pénétrer. Ça, c'est un constat. Personne ne viendra ici nier que toutes les guerres qu'il y a eu ici, le nombre des officiers rwandais chez nous, pour prendre que les militaires, a augmenté. Toutes les guerres, il y a toujours plus. D'ailleurs, Vital Kamerhe, si en 2009 il a quitté l'Assemblée nationale, alors que président pour le compte de la majorité de l'époque, c'est parce qu'il s'était en ce temps opposé à cela lorsqu'il y a eu intention de mixer les forces rwandaises et de la RDC, d'abord pour traquer les groupes rebelles. Voilà. Mais le résultat, c'est que nous sommes, nous, infiltrés. On a des généraux, il faut le dire, jusqu'aujourd'hui. Ces fautes ont été faites aussi par le passé. Ces erreurs ont été commises aussi lorsque nous étions au pouvoir. Donc on ne vienne pas nous dire « Ah mais oui, mais vous l'avez fait ». Si c'est pas bien, c'est pas un bon exemple. Pas bien, ça doit être pas bien tout le temps. Pas bien seulement quand nous l'avions fait, que vous, maintenant vous le faites, c'est bien. Non. C'était une erreur et ça l'est encore plus aujourd'hui. Parce que vous savez que c'était une erreur. Et dans l'opposition, il s'était opposé à cela. Voilà pourquoi je dis, mettons un peu de bon sens dans notre politique. Donc, Kamerhe, là, il se trompe. Ce qui a été fait mal hier ne peut pas être répété aujourd'hui parce que ça donnera les mêmes résultats. Que pensez-vous de l'idée du président Macky Sall, président du Sénégal, qui est président en exercice de l'Union africaine, Moussa Faki, le Tchadien, qui est encore à son mandat de 3 ans, deuxième et dernier mandat en tant que président de la Commission. Ils ont publié dans un communiqué l'idée, d'ici le mois de novembre, de mettre en place un dialogue qui réunirait entre autres peut-être la RDC avec certains pays voisins, y compris peut-être le M23. Mais pourquoi le M23? Ce que je ne comprends pas, c'est ça. Le M23, c'est quoi?
L'M23, c'est la main armée du Rwanda. Le M23 viendra autour de cette table-là pour quoi faire? Nous, si nous devons parler avec quelqu'un, c'est le représentant de la République rwandaise qui nous attaque et qui doit arrêter de nous attaquer parce que ça finira mal. C'est la seule négociation possible. Mais négocier avec le M23 aujourd'hui, ça voudrait dire quoi? Il demande quoi? Nous savons ce qu'il demande, non? Quand vous allez en négociation, la première chose que vous devez faire dans votre bureau, c'est quoi? Les gens là, ils demandent quoi? Ça. Nous ici, dans ce qu'ils demandent là, qu'est-ce que nous voulons donner? Ça. Quelle est notre ligne rouge? C'est ça. C'est ça qu'on prépare pour aller dans une négociation. C'est pas autre chose. Déjà au départ, lorsqu'on sait que le M23 est une force étrangère rwandaise, c'est un mouvement à majorité rwandais. Pas à majorité. Le M23, c'est le Rwanda. Il n'y a pas de majorité et de minorité. Le M23, c'est le Rwanda. Donc il n'y a pas nécessité de négocier avec ce mouvement qui est censé retourner au Rwanda. Il n'y a pas de négociation possible. C'est pour ça que je dis dans cette tribune que nous ne pouvons pas négocier avec le Rwanda, avec le M23. Vous êtes contre la négociation, bon, peu importe, on ne parle pas du M23, on parle du Rwanda, puisque vous vous interrogez sur s'il faudrait-il négocier avec le Rwanda. Mais si on ne négocie pas avec le Rwanda, qui est derrière le M23, quelle serait la solution? La solution, il n'y en a qu'une seule. C'est la force. La capacité de se défendre. Pas la force pour aller tuer les autres. Non. Donnons-nous une capacité de nous défendre. Que X ou Y, qui veut venir voler nos richesses, sache que avant de le faire. Si vous allez là-bas, vous n'allez pas sortir vivant. Que ça va coûter trop cher. Aujourd'hui, ça ne coûte rien du tout que de venir voler les richesses du Congo. Alors les gens viennent. Est-ce que ce n'est pas parce que le secrétaire général de l'ONU l'a dit, peut-être de manière imprudente, ça choquait d'ailleurs, que le M23 avait des armes sophistiquées, plus que celles de la MONUSCO qui ne pouvaient pas intervenir, donc laissant les FARDC seuls. Mon cher ami, laissez-moi vous dire une chose. Dieu m'a donné la chance de fréquenter ces milieux-là. L'ONU, tout ça. Je suis rentré dans les bureaux du secrétaire général des Nations Unies. À tous les niveaux, à haut niveau. Lorsqu'un secrétaire général des Nations Unies va devant la presse, il n'y a pas une phrase qu'il improvise. OK? Il sait ce qu'il doit dire. Il sait ce qu'il doit dire. Et en général, c'est passé par plusieurs experts. Et parfois même, on a géré des... Les éléments de langage sont préparés. Parfois même, on donne de manière express une question à la presse pour lui permettre de dire ce qui avait déjà été rédigé. Bien. Donc, lorsque Guterres sort cette phrase-là, ne la prenez pas à la légère. Ne la prenez pas à la légère. Il vous dit ce qui est. Il vous dit que le M23 est très bien armé. Ne prenez pas cette affaire à la légère. C'est une armée moderne, capable de se défendre. Mais le M23, si c'est un mouvement rebelle, où vont-ils trouver de l'argent pour avoir des armes lourdes? Il est clair que c'est le Rwanda qui finance. Donc, il y a un rapport de l'ONU qui l'a confirmé. C'est ce que lui voulait nous dire. Nous avions voulu comprendre autre chose. Mais entre-temps, l'ONU ne joue pas un rôle clair pour nous aider en tant que nation membre et nation en détresse. Pourquoi l'ONU devrait nous aider? Si nous voulons être sérieux, pourquoi? Je donne l'exemple de ce qui se passe en Ukraine, on voit l'implication des autres États, l'ONU qui met de la pression, et ce n'est pas ce qui est fait pour... Non, laissez-moi vous dire une chose. Dans ce monde ici, les relations sont des relations de concurrence, d'affrontement pour les intérêts. À l'intérieur de l'ONU, la guerre ne se termine pas.
Le Conseil de sécurité, c'est une arène. Quand on va là-bas, on va à la guerre. OK? Donc, ne demandez pas à l'ONU de nous aider. Nous avons bien vu que l'ONU ne nous aidera jamais. On a eu 20 ans de MONUSCO ici. L'ONU ne nous a pas aidés. Comment pouvons-nous encore aujourd'hui, au bout de la 21e, je ne sais pas combien d'années, nous poser encore la question de l'ONU? L'ONU ne va pas nous aider. L'ONU, il y a des forces à l'intérieur de l'ONU qui dirigent l'ONU. C'est ces forces-là qui peuvent ou pas aider une partie pour écraser l'autre. Or, aujourd'hui, nous, Congolais, devrions savoir que le Rwanda est plus écouté que nous. Assez soutenu. Écouté, soutenu. On n'a plus beaucoup de appuyé. Donc, c'est à nous intéresser. Pourquoi ces gens-là sont plus soutenus que nous? Pourquoi? Que font-ils? Quel est leur langage? Comment ils s'organisent pour être plus soutenus que nous? On doit se poser ces questions-là. Regardez, l'Organisation mondiale de la francophonie. Le Rwanda est sorti de la francophonie. À un moment donné, ils se sont rentrés un peu. En réussissant même à avoir le poste de numéro 1. Et c'est de ça que je voulais parler. Pourquoi? Il faut qu'on se pose la question. Je me demande si on se la pose. Ou aux endroits où on devrait se la poser. Il faut qu'on se la pose. Ça veut dire que nous, Congolais, dans notre pratique, dans notre façon de faire les choses, dans nos façons de nous faire voir par les choses, par le système international, nous avons des choses qui font que, pour le moment, c'est notre ennemi qui est bien vu. Un peu plus privilégié. On n'a plus beaucoup de temps, Jean-Pierre Kambila, mais lorsque vous parlez de notre façon de faire les choses, je voulais un avis en quelques secondes de comment le président Tshisekedi s'y prend en diplomatie pour des solutions. C'est vrai qu'on doit mettre de l'accent plus sur les opérations militaires, mais le président Tshisekedi semble être plus partant pour la diplomatie. Il n'hésite pas de dire oui lorsque Macron a voulu le réunir, par exemple, avec le président Kagame tout récemment, les échanges à Luanda, au sein de la communauté des États de l'Est, la force régionale qui jusque-là ne réagit pas. Voyez, moi, je vais vous répondre comme ça. Moi, je suis dans un parti politique qui n'est pas dans l'Union sacrée. Ça, c'est un. Deux, je suis un esprit indépendant. Je m'autorise à réfléchir. Alors, je réfléchis comme ça. Lorsque Mouzé venait ici, lorsqu'il était dans la marche, là, il avait l'appui de toutes les grandes puissances. Il avait l'appui des grandes puissances, parce qu'autrement, il ne serait pas arrivé à Kinshasa. Il avait. Quand il arrive à Kin, et que l'on voit son vrai visage, tac, ça a changé. Et ça l'a mis dans le cercueil. Lorsque nous sommes venus au pouvoir, nous, avec Joseph Kabila, Kabila ici, partout, même dans la région de Kinshasa, il était traité de un jeune homme qui ne connaît rien, on va le manipuler par les Occidentaux. Les Occidentaux, eux-mêmes dans leurs journaux, il est passé pour un enfant, rien de ouf, on va le manipuler, on va tout faire. Bien. Lorsque nous quittons le pouvoir, celui qui a gêné une partie de leur puissance, parce que l'Occident chez nous c'est les Mides, entre autres, c'est Joseph Kabila. Et bien avant ça, ils avaient compris qu'ils s'étaient trompés sur l'analyse, sur la personne. Et Kabila, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, les gens pèseront ce qu'il a fait. Ils pèseront, et maintenant j'en arrive à Tshisekedi. Rapidement. La même chose, parce que... Est-ce qu'il s'y prend bien? Félix, il a... Non, attendez. Félix, il s'y prend, on le voit, on a vu. Il est venu, il a fait la diplomatie. Il s'est rapproché. En étant lui-même au devant de la scène. Lui-même. Est-ce qu'il y croyait ou pas?
Personne ne sait, jusqu'à ce qu'il fasse ses mémoires pour nous dire, pour nous expliquer. Mais nous, ce que nous voyons, ce que l'histoire retiendra, c'est qu'il a été là-bas, il a appelé Kagame son frère, il a donné des concessions à, je ne sais pas, Museveni, à qui, pour faire des routes, pour faire ci, pour faire ça. Et aujourd'hui, il est dans la guerre contre ces gens-là. Il a un cerveau, il a une histoire, il sait voir, il a sa propre histoire. Pas seulement l'histoire du Congo, que nous nous racontons, que Mbanda nous a averti, que tout ça que nous savons, etc., etc. Non, lui, il a son histoire, il a vécu. Alors, aujourd'hui, au moment d'aujourd'hui, ce n'est pas le moment de dire aux Congolais, mettez-vous en rang, ceux qui pensent qu'il s'y prend mal, ceux qui sont contre, ceux qui sont pour. Non, aujourd'hui, c'est le Congo. Le Congo a cru, à un moment donné, qu'il fallait faire de la diplomatie avec ces gens-là. Le Congo a cru à un moment donné qu'il fallait écouter Sarkozy et leur donner des éléments de partage de la richesse. Parce que quand vous donnez une route à quelqu'un, c'est un élément de partage de richesse. Macron. Quand vous donnez des concessions, Macron, Sarkozy ici. Ouais. Donc le Congo, je ne parle pas de personne, le Congo est entré un peu dans ce jeu-là. Maintenant qu'on est en guerre, maintenant le Congo a vu que ça ne joue pas. Est-ce que le Congo s'acharne à continuer dans cette direction-là? Ou est-ce que le Congo prend conscience et choisit une autre voie? Et donc, c'est cette voie-là que moi j'appelle la voie de l'unité nationale. Le pouvoir actuel, s'il y a un petit conseil à donner, si on ose donner un conseil, c'est de dire c'est le moment de faire l'unité. Il faut dire à l'opposition, c'est le moment d'aller faire l'unité. Parce que l'unité ne se fera qu'avec les gens avec qui on ne s'entend pas. Merci à vous. Pour sauver le pays. Merci à vous, Jean-Pierre Kambila Kankwende, ambassadeur, homme politique, écrivain, ancien directeur de cabinet adjoint du président Joseph Kabila, ancien président de la République. Vous êtes membre du PPRD. Vous n'avez pas hésité de me dire « oui, je suis du PPRD ». De nos jours, c'est rare. Pourquoi? De voir encore certains qui acceptent de rester dans leur parti politique de l'époque en étant non au pouvoir. Bon, c'est une conception, c'est pas la mienne. Merci à vous, merci d'avoir répondu à notre invitation. D'autres questions, il y en avait, mais faute de temps. Peut-être que lorsqu'on vous prendra très prochainement, peut-être revenir sur vos convictions politiques et le fait d'accepter de rester kabiliste, même sans Joseph Kabila au pouvoir. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique pour l'accompagnement. Portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.